Salut, moi c'est Enzo Colucci et bienvenue dans Phoenix, l'échec mention très bien, le podcast qui démystifie la peur de l'échec. Le concept, c'est d'échanger avec des personnes du quotidien sur ce qu'elles considèrent être leur plus bel échec, un tournant de leur vie. On va parler d'échecs sous toutes ses formes. Et ce qui est magnifique quand on parle d'échec, c'est qu'on met notre ego de côté et qu'on redevient tous égaux. Donc là, je te propose de réussir à être confortable dans l'inconfort. Tu me suis ? On s'en fiche que tu te plantes. La vie te mettra toujours des pierres sur ton chemin. Mais c'est à toi de décider si tu veux en faire un mur ou un pont. Alors j'espère que l'épisode te plaira. Hello Greg et bienvenue dans Phoenix, l'échec mention très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, ça me fait énormément plaisir que tu sois là aujourd'hui. Merci à toi Enzo, un grand merci, c'est une super initiative que j'encourage à fond et c'est un gros kiff de pouvoir parler avec toi aujourd'hui. Bah génial, on va passer un super bon moment encore pour les auditeurs, tout le monde va bien kiffer, c'est vraiment le but de ce podcast, donc on va rentrer dans le vif. Tu peux te présenter pour tout le monde s'il te plaît Greg ? Oui, avec grand plaisir. Donc mon nom est Greg Logan, j'ai 28 ans, comme on le dit souvent, je suis entrepreneur et j'ai un parcours un peu atypique, j'ai eu plein d'échecs, on va dire, ou d'apprentissage plutôt dans ma vie. Et aujourd'hui, je suis fondateur de l'agence DAIR, l'agence Keo, c'est une agence marketing qui est basée à Lausanne. Ok, génial. Donc, on rappelle que t'es en Suisse, t'es bien à Lausanne. Cette fois-ci, on enregistre à distance et ça va bien se passer. Exact. Bon matos, du bon matos. Super, on a du bon matos, on est bon. Donc, génial, Greg. Hyper bon, gros entrepreneur, donc en Suisse, spécialisé dans le digital, dans le personal branding. Toi, aujourd'hui, Greg, c'est quoi ta définition de l'échec ? Pour moi, c'est avoir une vision en tête qui est confrontée à une autre vision qui est cette fois réelle. Et du coup, c'est très vite, en fait, essayer de prendre du recul. Pour moi, je pense que, c'est un tremplin. Il y a plein de personnes qui voient ça comme un fossé où tu te creuses une tombe, plus ou moins. Moi, j'aime bien dire, c'est une sorte de trampoline, en fait, tu sautes dessus. Et, le but, c'est de prendre le maximum d'élan, en fait, de ton saut, tu vois. Et c'est plus vraiment, c'est de me dire que, à chaque fois que j'ai un truc qui joue pas, ou, toi, l'échec, c'est un grand mot, je trouve, puis on le met un peu partout aussi. Mais c'est plus chaque fois qu'il y a une erreur, ou un truc qui fonctionne pas, ou un truc qui était pas forcément très juste, directement, c'est de prendre du recul, puis en faire un tremplin plutôt qu'un fossé. Une sorte d'épreuve un peu que te met la vie sur ton chemin, quoi. Ouais, exactement, en fait. Des fois, c'est la vie qui te le met sur le chemin. Des fois, c'est toi qui va faire de la merde, qui va foirer un truc, puis du coup, faut que t'apprennes aussi sur toi. Mais il faut aussi apprendre à se dire qu'il y a un échec que tu contrôles. Par exemple, si tu crées une start-up et que tu prends les mauvaises décisions, forcément que c'est un peu à cause de toi. Donc, du coup, tu dois prendre du recul sur toi. Mais des fois, si d'un coup, la vie te met un challenge ou une épreuve ou un échec sur la gueule, faut comprendre que c'est pas forcément lié à toi, c'est pas de ta faute. Puis c'est la vie qui a fait en sorte que, puis du coup, là aussi, il faut en tirer des apprentissages, tu vois. Ah, bien sûr, il y a la conjoncture qui joue parfois dans le process. Toi, du coup, pareil, si on enchaîne, Greg, c'est quoi l'un de tes plus beaux échecs que tu as vécu dont tu veux nous parler aujourd'hui ? Je pense que le plus gros échec, il est pas lié à un projet directement, il est pas lié à un truc palpable, c'est plus une vision en fait que j'avais, que je me suis lancé il y a environ 6 ans en arrière. Toi, j'étais à l'école à l'époque et j'étais paumé dans ma life, mais genre ouf, je savais pas où je devais aller, je savais pas ce que je devais faire. Puis du coup, j'ai pris un choix en fait, un jeudi d'écrire un mail à la direction de l'école pour leur dire que j'allais quitter les cours en fait, que j'allais me mettre à 100% en mode entrepreneur si je peux dire. Puis je voulais en fait créer ma propre école de vie, tu vois, parce que je sentais que le système pour moi j'arrivais pas à prendre le rythme, j'arrivais pas à suivre la façon dont on apprenait, si tu veux. En fait, je voulais faire les choses, je voulais pas juste apprendre la théorie, je voulais vraiment essayer. Donc du coup en fait, dès que j'ai commencé à mettre en mode entrepreneur dans ma tête, en fait j'avais cette vision où je voulais réussir à atteindre en fait ce but d'être entrepreneur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'était en fait se dire que maintenant je suis étudiant, tiens, je pars de l'école, je vais me lancer. Et en fait, dans ma tête, ma finalité, c'était d'être entrepreneur. J'avais une vision en tête, d'avoir des bureaux, d'avoir une équipe avec qui j'allais travailler. On était plusieurs, ça fonctionne bien. Et en fait, je courais après cette vision-là. Et en fait, j'en venais un peu à oublier le process, oublier tout le voyage. Et en fait, tu cours après la finalité. Ouais. T'attendais juste la fin de la réussite mais pas kiffer tout le process. Exact. Et en fait, c'est à force de rencontrer plein d'autres entrepreneurs, je commence à me dire, putain, mais lui, là, ça fait 5 ans qu'il s'est lancé, ça marche pas encore. Lui, il a une boîte, ils sont 15 dedans, puis il se tire un salaire à 2000 par mois parce que ça marche pas encore. Puis en fait, tu sais, genre, je voyais plein de personnes à côté, tu sais, genre, je m'entoure à fond de plein de gens, puis je voyais en fait que la définition du, entre guillemets, succès, elle est propre à chacun, mais que si tu cherches, puis que c'est une sorte de package final que tu auras à la fin de ta grosse carrière de stress, d'angoisse et de machin et tout, en fait, t'en viens à tuer tout le voyage, tout le process. Puis en fait, le problème que j'avais, c'est que je courais un peu après cette vision, et du coup, j'étais pas assez focus sur mon projet en lui-même. Puis j'ai eu plein de projets qui ont tous planté, aussi bien les uns que les autres.
Mais l'erreur, c'est vraiment que je kiffais pas assez le voyage. J'étais trop là pour la destination. En fait, le voyage, forcément, dès qu'il y a un projet qui allait pas, ça démotivait un petit peu et tout. Et en fait, c'est vraiment, j'ai très vite commencé à me dire que si j'allais garder en tête cette vision de me dire qu'il fallait qu'un jour que ça réussisse ou que je cours après cette vision de l'entrepreneur, en fait, du coup, j'allais jamais réussir à tenir le coup. Et pour garder les... Et t'as mis quoi en place, pardon, excuse-moi, ça a été quoi un peu l'élément déclencheur, du coup? Qui t'a fait prendre conscience qu'il fallait davantage aimer le process? Est-ce que t'as suivi des gens? Est-ce que c'est ton entourage qui t'a un peu conseillé? C'est quoi les petits trucs que t'as mis en place pour changer tout ça, ce mode de vie un peu? Le premier projet que j'ai eu, c'était une plateforme pour mettre en relation les ménages privés et étudiants. En gros, c'était pour aider les jeunes à avoir des jobs à domicile. C'était promener un chien, monter un meuble, garder des chats, bref, plein de trucs très simples, on va dire, pour des étudiants. En fait, du coup, ça allait alléger les ménages privés. Donc, j'avais fait tout le business plan de A à Z. Vraiment, j'avais créé le site, on avait tout créé de A à Z. J'avais trouvé une boîte en Suisse romande qui s'était mis avec moi. On avait créé ensemble une SARL, on avait créé la boîte. Et vraiment, j'avais l'impression de tout faire juste. Mais en fait, dans ma tête, j'avais fait un plan. Puis le plan, c'était pas en termes de l'application, tu vois. Je me suis pas dit, dans un an, l'application fonctionnera, on aura tant de personnes, tant de trucs, on va répondre à tel besoin et tout. C'était plus, vraiment, je me rappelle que je disais, tiens, dans 6 mois, je serai rentable. Ça a fonctionné, je serai enfin, directeur de l'entreprise. On sera 2-3 dedans, on aura les thunes pour payer des personnes qui vont nous aider, et on sera plusieurs dans le truc. Et en fait, j'avais cette vision où c'était pas tant lié à la boîte, mais plus lié à mon statut, tu vois. Et en fait, j'ai fait 6 mois comme ça, et 6 mois après, on n'avait pas dégoté un seul franc, mais pas un seul rien sur le site. Puis je me suis dit, mais en fait, c'est ce que je fais là. Je me suis juste gouré, mais hardcore, il y a un truc qui joue pas. Puis ça m'a grave démotivé en fait. Puis je me suis dit maintenant j'ai soit le choix en fait d'abandonner. Du coup je repars dans un schéma classique où je refais l'école, je recommence les cours et après je trouve un job. Ou bien si je veux vraiment poursuivre à fond cette voie-là, il faut en fait que j'apprenne à savourer tout le chemin, qu'il soit dégueulasse, qu'il fasse beau, qu'il fasse moche, qu'il y ait du vent, qu'il y ait de la tempête, de la neige, peu importe. Qu'en fait je puisse savourer tout le chemin, puis me dire que c'est chaque jour t'apprends de nouvelles choses. Puis c'est vraiment en fait savourer à fond le process. Et c'est plus cette prise de conscience où j'ai vraiment dans ma tête, je pensais qu'en 6 mois ça allait être rentable. Et pour tout dire, j'ai dû attendre 3 ans et demi avant d'être rentable. Et t'avais quel âge du coup à ce moment-là? Donc c'est cette aventure entrepreneuriale qui toi t'a fait genre un déclic et dire ok non, hardcore. Il faut que je kiffe tout le chemin à parcourir et pas juste attendre de gagner beaucoup d'argent, quoi. Exactement. Et en fait puis ça j'avais 21 ans. Plus tard même, c'est aussi ce faux mythe de se dire faut que je gagne beaucoup d'argent. Et en fait je te dis franchement si tu cours après ça, en fait ça peut être un bon fuel, ça peut être une bonne essence pour réussir à te motiver, mais si c'est la seule que t'as, ça marchera jamais. Et je croise beaucoup de personnes qui pensent qu'ils le font juste pour être riches, pour être fortunés, et c'est aussi un mythe d'entrepreneuriat. Vraiment, je connais beaucoup d'entrepreneurs et ils sont plus riches d'émotions. Je pense que c'est plus ça à chercher. Je pense on en parlait justement ensemble, c'est super intéressant de ton point de vue, c'est se dire que si t'as un produit qui a de la valeur, t'as un service qui a de la valeur, tu kiffes ce que tu fais et que t'es riche, on va dire, déjà de base dans toutes ces émotions que t'as, tout ce bonheur que tu peux avoir et toutes ces valeurs que tu peux apporter aux gens qu'on a besoin, forcément qu'il y a un instant où la fortune, on va dire, monétaire va forcément arriver. Mais faut pas rechercher ça. C'est ça en fait. Ouais, ça peut pas être le moteur en réalité. Non. Du coup, l'argent, c'est pas le moteur. Toutes les personnes qui se lancent puis qui courent après ça, tu peux être certain qu'après quelques mois, elles vont lâcher parce que, et je te dis, dans ma tête, j'avais fait des plans où je me rappelle, j'avais dit à ma chérie à l'époque, tu verras, dans 6 mois, ça a fonctionné, on aura tant de personnes sur le site, on aura tant de thunes par mois, et dans 6 mois, je t'emmènerai à New York pour qu'on puisse célébrer enfin, cette première start-up. Et mec, genre, on arrive à Noël, et il y a pas un centime sur le compte, il y a rien. J'ai dû trouver un job dans une assurance à Lausanne pour réussir à pouvoir payer les factures à la fin du mois et tout. Et je lui fais, écoute, ça va pas être cette année, mais t'inquiète pas, l'année prochaine, nouvel an, je t'emmène à New York. L'année après, cette année, on va chez McDo, c'est déjà bien. C'est cool. En gros, c'est un peu ça. Mais en plus, mec, fin d'année d'après, c'était pas non plus l'instant, celle d'après non plus, puis seulement celle d'après où c'est enfin arrivé. Et c'est pour ça que après ces 6 mois, je me suis dit, ok, cours jamais après la thune, cours jamais après la réussite, cours jamais après le statut de dire aux gens t'es entrepreneur, cours plus après le kiff en fait de manger du goudron, de manger plein de trucs que tu connais pas encore, de tester de nouvelles choses et en fait d'échouer peut-être plein de choses différentes mais d'apprendre chaque jour d'apprendre. En fait c'est ce voyage d'apprentissage qui est juste en fait tellement kiffant quoi. Ouais, c'est une remise en question perpétuelle. Toi, je sais que t'as un gros bosseur et tu te remets beaucoup en question sur tes routines. Tu fais quoi un petit peu? Qu'est-ce que tu conseilles aux gens? Enfin, conseiller, c'est un bien grand mot parce que les gens après ils font un peu comme ils veulent, mais toi en tout cas, c'est quoi un peu ta journée type, on va dire, genre comment tu fais pour te mettre en question tout le temps?
Quelles petites actions tu fais? Tu lis beaucoup? Tu regardes des TED? Tu fais quoi un petit peu là? J'essaye de maintenir la fréquence d'un livre par semaine. Après, si je vais être franc quand même, des fois j'arrive à la tenir, puis des fois j'arrive pas du tout à la tenir, mais j'essaye en général de faire un livre par semaine. Après, c'est des livres qui sont très business ou parfois un peu spirituel aussi. J'aime bien essayer des fois un petit peu de changer la façon de penser, peut-être voir développement personnel aussi. Ça à fond, ça je kiffe trop. Et en fait, c'est vraiment la chance que j'ai, c'est que j'ai nagé pendant 10 ans à l'époque. Et puis en fait, mon père était pilote de chasse dans l'armée de l'air suisse. Et il m'a en fait directement, dès que j'étais gamin tout petit, il m'a directement appris en fait la culture du feedback. Toujours faire un feedback sur ce que tu fais et toujours en fait anticiper ce qui peut se passer. Et moi à la base, je suis pas du tout un mec qui anticipe, je suis un gars, tu sais, je fonce tête baissée, je m'en fous, on verra bien après. Et puis quitte à me manger un mur, je le mangerai. En fait, ce qu'il y a, c'est que par exemple quand j'étais gamin, j'avais fait un accident en voiture, puis du coup j'avais eu un retrait de permis pendant 1 mois. Et c'était pas d'alcool, rien. C'était vraiment accident sur la route, conneries, machin et tout. Bam, du coup, 1 mois de retrait. Et je me rappelle directement que mon père, je l'ai vu le soir même. Moi, j'étais défoncé, j'étais déchiré, je pleurais, tu sais, j'étais trop bien, putain, c'est bon, quoi. J'aurais une monstre amende, ça, j'ai merdé à fond. Puis là, il me dit, écoute, pourquoi t'as merdé? T'as fait quoi de faux? Qu'est-ce qui est pas allé? Enfin, directement, en fait, c'était de comprendre pourquoi j'avais fait cet accident. Puis du coup, on s'est dit, bah, peut-être t'as trop confiance en la voiture. Du coup, faut qu'on reparte à 0, machin et tout. Puis tu sais, genre directement, en fait, c'était chaque fois en fait se remettre en question. Puis pareil quand je nageais. C'était pas tout de suite une punition. Non, quoi. vraiment pas. Directement la remise en question avec toi. Exactement. Puis c'était peut-être confronter toi en fait à ce que tu viens de faire. Puis quand je nageais à l'époque, ce qui est magique, c'est que quand tu fais une course, bah à la fin de ta course, si t'arrives bien à la course, c'est cool. Mais il faut aussi voir pourquoi tu l'as bien réussi. Est-ce que c'est que t'as bien mangé la veille? Est-ce que t'as bien dormi? Est-ce que t'as réussi à méditer? Est-ce que t'as réussi à bien visualiser ta course? Est-ce que t'as été dans le bon mindset dans la chambre d'appel avant de nager? Ou bien si tu la foires, à cause de quoi c'était en fait? Et moi, l'erreur que j'avais au début, le gros défaut que j'avais, c'est que j'étais le premier à trouver de fausses excuses. Si je foire une course, en fait, j'étais le premier à dire mon maillot de bain était trop serré, j'ai pas assez bien mangé, il y avait de la clim dans la chambre d'hôtel, j'ai pris froid la nuit, et directement ça en fait trouver un truc externe pour être sûr que je sois pas en fait le fautif. Puis à l'instant, j'ai fait une introspection en fait de avec les personnes qui m'entouraient, puis les coachs et tout. Puis à l'instant où on m'a dit mais mec, maintenant quand tu fais une connerie, c'est pas grave, mais c'est bien de exactement de se dire mais qu'est-ce que t'as fait de fou en fait. Puis c'est un truc qui m'a vraiment, mais depuis que j'ai 14 ans, je dirais, on m'a appris vraiment à faire ça à fond. Et la chance vraiment que j'ai maintenant, c'est que dès qu'il y a un truc qui se passe mal, je donne même pas la place à la tristesse, à l'angoisse et à la déception. C'est fou, hein. C'est vraiment la même chose que l'épisode 3 là qui est sorti avec Damien Noël, si les gens veulent aller le réécouter. Et c'est fou du coup de voir le mindset des anciens sportifs de haut niveau. Ça c'est ouf, c'est une école de vie. C'est à peu près le même délire que Damien. C'est-à-dire que toi tu laisses pas la place à t'apitoyer sur ton sort, à pas aller tout de suite, tu revas de l'avant. Non. Et tu fonces quoi en fait. Après, pour être transparent, il y a des périodes ça va pas. Je te dis franchement, par exemple, il y a 5 mois en arrière, c'est une période qui était un peu difficile où tu sais, on avait engagé beaucoup de frais avec l'agence, puis on attendait un petit peu des retours de clients qui n'étaient pas encore forcément très certains de bosser avec nous. Puis tu sais, t'as souvent un peu l'ascenseur à émotion que tu connais aussi, où d'un coup t'es super hype, ça va à fond, mais tu sais très bien que quand t'es trop hype et que c'est trop cool, il y a forcément un instant où la hype va redescendre, que tu pourras un peu gérer les émotions. Il y a des périodes où ça va pas, tu vois, il y a des périodes où je me dis ok, ça va pas. Mais au lieu de me battre contre ça, puis de m'en vouloir d'être triste ou d'être ou douter et tout, en fait, je l'accepte directement. Je me dis ok, je suis mal, c'est normal, ça peut arriver. Ça fait 1 semaine que je bosse pas bien, que je suis pas efficace, je suis pas productif. Ok, j'accepte. Mais pourquoi? J'accepte cette situation, donc c'est bien des fois d'être mal. Il faut être mal des fois, mais directement se dire pourquoi. C'est quoi les facteurs qui ont déclenché ça? Qu'est-ce qui fait que t'es mal maintenant? Puis qu'est-ce qui ferait que la prochaine fois que tu ressens ces émotions-là, tu puisses directement les anticiper puis changer. Tu vois? Ouais, et puis t'as le droit de te dire genre aujourd'hui c'est un jour sans, genre aujourd'hui je le sens pas, bon bah voilà je sais que je vais passer entre guillemets un peu une journée de merde, mais demain c'est un autre jour, demain ça va aller beaucoup mieux, j'ai le droit de pas être bien un jour, faut se donner le droit aussi de pas aller bien. C'est ça c'est dur mec, ça franchement j'ai vraiment de la peine, je pense que c'est un des plus gros défauts. On en a tous, je pense. C'est violent quand même, c'est un de mes plus gros défauts, le matin tu sais j'aime me lever très tôt le matin, vraiment, et si un matin je me lève à même 6h30, 7h, je m'en veux toute la journée. Je me dis putain le con quoi, j'aurais pu me réveiller, en plus mon réveil a sonné, j'ai mis le bouton snooze pour arrêter, puis comme un con je l'ai éteint, puis genre vraiment je suis fautif de A à Z, puis genre je m'en veux toute la journée parce que du coup j'ai pas réussi à me réveiller. Et ça c'est un truc qu'il faut vraiment que je change.
Ah, ça viendra, ça c'est clair. Moi j'ai la même chose, hein. Je t'avoue, j'ai une routine et tout le matin. Il suffit que je manque un des créneaux de ma routine et je m'en veux aussi sur la matinée. Genre je suis là, je dis putain, je suis trop con. Genre pourquoi je le fais pas alors que tous les matins je le fais. C'est fou, hein. C'est fou quoi. C'est fou. C'est incroyable. Et ok, bon bah écoute, ça c'est très très cool, hyper inspirant encore une fois. Toi, bien évidemment, donc t'es entouré autour de toi. Donc tu l'as dit, t'as ton papa donc qui t'a grave donné toutes les cartes, on va dire les bonnes cartes dès le plus jeune âge. T'as ta copine qui t'épaule aussi. Ouais, à fond. C'est un gros soutien, j'imagine, au quotidien, ça pour te permettre encore une fois d'aller de l'avant et de réussir dans tes projets. C'est incroyable. Franchement, pour moi, c'est un des facteurs qui m'aide le plus, vraiment. C'est la chance que j'ai, c'est que ça va faire 9 ans que je suis avec elle bientôt là, en mars. Et c'est ouf parce que c'est toi, genre, elle a tout vécu depuis le début en fait. Putain, elle me connaît depuis le début, tu vois. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que il y a 9 ans, j'étais pas du tout le même gars, quoi. J'étais super timide, je savais pas ce que je voulais faire, et en fait, tout ce parcours, en fait, ça m'a boosté à fond, puis on l'a fait ensemble. Puis ce qui me plaît, c'est que elle a un caractère fort, et du coup, elle hésite pas à me dire s'il y a un truc, qui selon elle, ne joue pas, n'est pas correct, ou n'est pas bon, tu vois. Et en fait, directement, j'ai vraiment une prise de recul qui est excellente sur tout ce que je fais. Et franchement, pour moi, c'est clairement une grosse force, quoi. Une grosse force. Elle te rentre dedans, du coup, quand t'as besoin. Ouais, mais c'est clair sur le coup, tu te dis, putain, c'est bon, là, et tout. Mais en fait, quand tu prends du recul, tu te dis, mais c'est marrant parce que, il y a pas longtemps, tu sais, je lui pose une question par rapport à une décision que je devais prendre. Puis je dis, mais qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que mon choix, tu penses qu'il est juste? Et elle me dit, non, je pense pas, pour ci et pour ça. Puis sur le coup, vu que je vois qu'elle est contre la décision que j'ai prise, bah, je le prends un peu contre moi, tu vois. Puis je lui fais, mais non, je pense vraiment que je suis sûr d'avoir pris la bonne décision, tu sais, je pense vraiment que ce que j'ai fait, c'était correct et tout. Bam, ok. Le lendemain, je vais au travail. Puis tu sais, ça me fait réfléchir, en fait. Tout ce qu'elle m'a dit, tu vois, j'ai réfléchi à fond et tout. Jusqu'à en revenir, en fait, sur ma décision, appeler la personne en question et dire, écoute, finalement, je pense qu'on partira comme ça. Bam. Puis du coup, le lendemain, pareil, je pose une question, puis elle me dit, tu m'écoutes pas, de toute façon, tu m'écoutes pas. Donc je dirais pas, tu m'écoutes pas. Après, j'ai fait, non, mais écoute, pour toi, en fait, je t'écoute, c'est juste que, sur le coup, tu me fais réfléchir. Puis après, en fait, tes retours, ton avis, puis l'échange qu'on a ensemble, c'est ce qui me fait réfléchir après, tu vois. Donc franchement, il faut que tu le digères d'abord. C'est ça, c'est clair. Tu peux clairement mettre ton ego de côté, mais sur le coup, c'est vrai que quand on va à l'encontre d'une décision que toi tu veux prendre, t'es là, genre tu fronces un peu les sourcils, genre attends, mais il me fait chier. Tu fais l'avocat, tu vois. Comme ça. Tu fais l'avocat, ouais, tu te défends. Non, j'ai raison, tu sais, pour ci, pour ça. Non, c'est clair. Ok, super. Bon bah top pour cette petite interview. On va enchaîner Greg sur les questions pour la mention et le fameux jingle fait par mon pote W. Question pour la mention. Et donc première question, Greg, pour toi. Quelle est la personnalité qui t'inspire le plus? C'est une bonne question. J'ai fait exprès de pas réfléchir à cette question, tu sais, avant qu'on se voit, parce que c'est vraiment un truc où je voulais garder un peu l'instant live sur le truc. Pour moi, c'est comment dire, c'est pas des personnes qu'on voit très souvent à la télévision, sur les réseaux comme ça, parce que c'est des personnes qui m'inspirent beaucoup, c'est clair, qui ont bien réussi. Mais c'est dur à dire une personne, mais je dirais mes parents m'ont beaucoup inspiré. J'avais par exemple une mère qui a environ la cinquantaine, 5 enfants du même mari. Et ce qui est ouf, c'est qu'elle a décidé il y a maintenant environ 2 ans en arrière de faire un bachelor à 50 ans, parce qu'elle n'en avait pas fait en fait. C'est du coup elle s'est dit bah tiens j'en fais un. Donc gérer les enfants à la maison, elle est prof d'école à côté à 50% en plus, et gérer en plus son bachelor. Et, genre c'est fou parce que je vois qu'ils arrivent à faire les choses d'une façon vraiment juste, mais très inspirante, tant sur l'éducation que sur leur façon de nous encourager à faire ce qu'on veut faire. Et franchement, c'est des personnes en tout cas qui m'inspirent vraiment chaque jour. Après, c'est clair que dans les gros noms en tant qu'entrepreneur et les personnes qui ont réussi, c'est clair qu'il y a, tout le monde connaît, je pense, Gary Vaynerchuk, qui est juste, je trouve, j'aime beaucoup ce qu'il fait en termes de contenu aussi. C'est clair, c'est inspirant. Et j'aime bien parce que c'est... Damien l'a cité aussi sur le dernier épisode, enfin l'épisode 3, Damien a cité aussi Gary Vee, c'est drôle. Et je trouve il ressort de plus en plus, et franchement j'aime beaucoup ce qu'il fait. Après pour être transparent, j'évite de trop réaliser ce qu'il fait parce que je me suis rendu compte, pour tout dire, quand j'ai commencé à faire mes contenus, je connaissais pas encore. Puis un jour j'étais à une soirée, justement une soirée pour entrepreneurs, puis il y a un mec qui est venu puis qui me dit écoute, tu ressembles trop, ce que tu fais c'est ouf, ça ressemble à fond à ce que fait Gary Vaynerchuk. Puis j'ai dit mais c'est qui ce mec et tout. Puis j'ai commencé à voir ce qu'il faisait en fait, puis c'est vrai que nos contenus se ressemblait pas mal, tu vois. Et je me suis dit, putain, mais ce gars, il a une force de création de contenu. Et je trouve ultra inspirant la façon qu'il arrive, en fait, de créer très vite plein de contenu. En fait, il diversifie beaucoup, en plus, beaucoup de ses contenus. Genre, c'est jamais les mêmes visuels. Il en fait sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, sur LinkedIn. Enfin, il a des équipes de ouf aussi avec lui, ce mec-là. Mais c'est vrai qu'il est très, très inspirant, enfin, très motivant, en tout cas. Ouais. Il veut te mettre ce coup de pied au cul. Et ce que j'aime, c'est
c'est marrant parce que il donne, comment dire, il montre que tu peux en fait, tu peux rester qui tu es sans devoir prendre un rôle ou sans devoir endosser un costard ou bien un costume pour en fait être entre guillemets entrepreneur. Et j'adore parce que par exemple, c'est pour le contenu, quand moi j'ai commencé, au début, chacun de mes contenus était calculé, tu vois. C'était le sujet, c'était l'info, c'était le ton, je pensais à plein d'éléments différents. En fait, je voulais être sûr de faire le bon contenu. Après, je le publiais. En fait, j'avais de grosses attentes derrière parce que j'avais travaillé à fond mon contenu et du coup, je voulais être sûr qu'il soit bon, tu vois, j'ai des bons retours. Puis en fait, quand je voyais ses contenus à lui, c'était très spontané, c'était live, bam, authentique, direct, cash et balance son truc, sans trop se poser de questions, sans mettre de filtre en fait, sans trop se questionner. Puis ça marchait 15 fois mieux. Parce que du coup, les retours qu'il a en fait, ça lui prend de 1 beaucoup moins de temps, de 2 les gens ont plus l'impression de voir un humain et pas une entreprise corporate qui lui parle. Puis du coup, ça fait genre c'est beaucoup moins chronophage en termes de création de contenu. Et c'est là où il m'a beaucoup inspiré à me dire mais comment je peux créer du contenu de façon beaucoup plus simple sans trop me prendre la tête. Et ça, c'est vrai que c'est ultra inspirant quoi ce qu'il fait. Ok, donc on a dit donc bon bien évidemment les parents et donc Gary Vee. Prochaine question, Greg, c'est quoi pour toi les 3 plus grandes vertus à avoir dans la vie? Super dur comme question. Ouais. Pas forcément les vertus que tu as, on m'a déjà posé la question, mais. Ok, je pense que la première c'est la bienveillance. Et il y a plusieurs personnes qui disent ouais mais c'est bisounours, c'est bullshit et tout. Moi je pense pas du tout. Je pense que la bienveillance c'est un truc, si on pouvait tous en avoir plus, le monde se porterait bien mieux. Et je dis ça parce que quand j'ai commencé à fond sur LinkedIn, j'ai reçu beaucoup de critiques. C'est normal de recevoir des critiques, on va dire, mais il y en a pas mal qui étaient vraiment haineuses. Il y avait des insultes, il y avait t'es un fils de pute Logan sur Twitter, j'ai reçu un courrier à la maison. Bref, ça allait loin, vraiment, ça allait loin. Puis je me suis dit, mais c'est trash Twitter. C'est hardcore. Twitter, c'est vraiment hard. Moi, j'appelle le réseau poubelle coach d'information. C'est violent, quoi. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que vraiment, j'ai senti une vague de haine. Et je me rappelle d'un message d'un mec qui m'a écrit, qui m'a dit un jour, ça te fait quoi, Greg, d'être la risée de LinkedIn? Puis tu sais, j'ai vu le message et c'est là où je me suis dit, mais le gars doit tellement être mal dans sa peau, il doit tellement être mal dans sa vie, mal dans sa tête, qu'en fait, il a besoin de déverser toute cette tristesse qu'il a en lui sur un message. Et je me suis dit, mais genre, en fait, la seule réaction que je peux avoir, je pourrais m'énerver et dire, t'es qu'un con mec, ferme ta gueule et tout. Mais en fait, j'ai meilleur temps d'être bienveillant envers lui et me dire, mec, j'ai plein de respect pour toi, quoi. Plein de courage à toi, traverse à fond cette période, mec, et j'espère que dans 3-4 ans, t'iras mieux, puis que t'auras plus besoin d'écrire ça, tu vois. Et je pense que la bienveillance, mec, pour moi, c'est un truc qui est ultra important. Et j'essaye chaque jour, je me force à l'appliquer tout le temps. Et vraiment de pas critiquer les gens, de rester vraiment bienveillant envers tout le monde. Même les personnes qui me font du mal ou qui me veulent faire du mal, je reste bienveillant envers elles parce que comme ça, je me rappelle de un pas à leur état, on va dire. Puis deux, j'essaie vraiment de plus faire du bien que du mal, quoi. Donc ça, je pense que pour moi, c'est un truc où je me force à le vivre. Et te connaissant, je sais que tu partages à fond toi aussi, vu qu'on s'est connus aussi pour le passé. Ah quoi. ouais, la bienveillance, c'est clair. Ouais, bien sûr. Après, je dirais comme deuxième vertu, c'est marrant à dire, mais je dirais le kiff. C'est un mot que je sors souvent. Mais je pense que on pense pas assez au plaisir, tu sais, à l'aspect kiff et kiffant. Il y a une phrase qui ressort souvent qui dit on peut être sérieux sans se prendre au sérieux. Et c'est vrai qu'on se rend compte, nous en tout cas dans l'agence marketing qu'on a avec les clients avec qui on bosse, qu'il y a souvent des clients qui s'attendent à un job, tu sais, qui est pris au sérieux, tu vois, tu sais, avec des dossiers, avec des machins, avec des gros trucs d'audit, de réflexion, puis tout doit être en fait très très corporate, très sérieux. Puis en fait, avec tous ces process qu'on met en place, du coup, on perd le côté fun, le côté viens, on se tape des barres, on se marre. Puis nous, on s'est dit à l'agence, on s'est vraiment dit comme l'une des valeurs qu'on a à l'agence, c'est vraiment le kiff. Et en fait, on s'est dit comme truc principal qu'on doit faire, c'est kiffer tout ce qu'on fait, c'est faire kiffer tous nos clients pour qu'ils se disent putain, on peut travailler de façon efficace, on peut être efficace, mais on peut le faire en s'amusant. Et ça rejoint totalement ce que tu disais aussi au départ, le fait de se dire ok, en fait, le moteur, c'est pas l'argent, c'est de prendre du plaisir. Ouais. Et si derrière, justement, je prends du plaisir et qu'il en découle une valeur ajoutée, forcément, ça va venir tout seul. C'est exactement ça. Ouais. Et c'est ouf parce que je te dis, franchement, j'y pense même plus. C'est clair que toi, t'as des goals de vie, t'as des ambitions, puis c'est clair que ça te drive. Après nous, j'aime bien dire, c'est bien de faire l'argent, mais ce qui est intéressant, c'est ce que t'en fais après. Puis si t'en fais pour faire du bien aux autres, pour entraider, pour créer des systèmes qui vont pousser les personnes, je trouve super cool, c'est intéressant. Mais c'est clair que ça doit pas être le moteur principal. C'est pas ça que tu recherches. Ouais, clairement. Après, faut pas non plus entrer dans des débats où on dit l'argent c'est mal, surtout il en faut pas. Non, on est tous d'accord de dire que l'argent, il nous en faut pour vivre. C'est clair, c'est clair. Mais j'aime bien dire, tu sais, genre, je préférerais avoir le job que j'ai aujourd'hui, à faire un truc qui me kiffe à fond, avoir un salaire le plus bas possible, toi, juste qu'il faut pour vivre, mais au moins je sais que chaque jour j'apporte la valeur aux gens, puis t'as un truc qui drive, tu vois. Mais je sais que maintenant avec ce qu'on a aujourd'hui, avec ce qu'on fait, bah oui, on a besoin, toi, pour donner, il faut que tu puisses déjà avoir.
Et on veut pouvoir encore plus créer, encore plus mettre de choses en place, encore plus pouvoir réussir à s'agrandir en tant qu'équipe. Donc c'est clair qu'on doit réussir à faire du cash. C'est clair, c'est important de faire du cash. Puis d'ailleurs, on va prendre ce cash pour essayer encore plus transmettre notre vision, nos valeurs, notre mindset, ce qu'on veut faire. Puis je pense que c'est comme ça qu'on peut réussir à grandir de façon assez rapide. Ok, donc bienveillance, plaisir. Exactement. Et après, je dirais comme dernier mot, je dirais l'entraide. Entraide. Et je trouve qu'on est trop individualiste. En tout cas, je le vois en Suisse et de ce que j'ai pu voir en France aussi un petit peu. On pense souvent à soi, on pense pas assez aux autres en fait. Et souvent c'est marrant parce que genre on s'est rencontrés ensemble durant un event pour entrepreneurs, on faisait du brainstorming pour entrepreneurs ensemble. Et ce qui est marrant, c'est que toi genre à ces events-là, tu te rends compte qu'il y a plein de personnes qui viennent à l'événement, puis il y en a plein qui apportent, il y en a plein qui apportent en fait un problème qu'ils ont. Puis tu te rends compte en fait qu'il y en a plein qui ont le même problème. Puis le fait de se réunir ensemble, puis de s'entraider pour trouver des solutions, c'est méga puissant. Et je pense que dans la vie de tous les jours, si on arrive à aider d'autres personnes à résoudre leurs problèmes, ça va nous aider nous aussi à résoudre les nôtres. Puis d'ailleurs, ça va en fait créer une sorte de réseau d'entraide, un écosystème qui va se créer autour de nous, qui va nous propulser à fond vers le haut. Et je pense que l'entraide est ultra importante, le faire à plusieurs. Clairement. Ok, c'est trois très belles vertus, Greg. Prochaine question, surtout du coup, toi qui dis que tu lis un livre par semaine, ce qui est une cadence juste de mutant. C'est quoi ta dernière lecture inspirante, Greg? Hyper Focus. Je sais pas s'il est en français, mais Hyper Focus, c'est un livre qui parle de comment rester en fait productif. Et on parlait avant de ce truc de te réveiller le matin trop tard, puis du coup tu t'en veux parce que t'as pas réussi à te réveiller comme tu voulais. C'est un truc où je me rends compte que on est H24 connecté à nos téléphones. Moi en plus avec LinkedIn et les réseaux, j'ai très souvent des notifications qui apparaissent, des messages, des machins et tout. Et en fait je passe d'une tâche à l'autre trop rapidement. Bien trop rapidement. Surtout que je suis hyper actif de base, donc du coup je fais plein de trucs en même temps. Et c'est un livre en fait qui m'a vraiment beaucoup aidé pour réussir à me dire ok, je me crée des sessions de focus où maintenant vraiment je fais juste un truc, je bosse que là-dessus. Puis c'est une méthode qui est assez intéressante que tu mets en place pour réussir à être vraiment concentré et pas te faire distraire par d'autres choses qui pourraient te faire perdre ton temps. C'est Chris Bailey qui l'a écrit. Il est vraiment super intéressant comme livre. Je l'ai fini la semaine passée en plus. Je mettrai ça dans la description du coup, Hyper Focus. On verra s'il est en français, au pire des cas les gens seront en anglais. Ouais. Et dernière question pour ta mention, Greg, c'est quoi ton prochain objectif que tu t'es fixé là? Je dirais transmettre à fond la vision qu'on a avec l'agence d'air. On aime bien dire que, tu connais le livre de Simon Sinek qui dit Start with why et commence avec pourquoi. Et se dire c'est quoi le pourquoi, c'est quoi la mission que t'as, c'est quoi les choses qui t'animent. Puis nous c'est vraiment dit avec l'agence que on voulait pas être une agence marketing, qu'on veut plus être un spirit. C'est un mindset pour oser, c'est le nom de l'agence, oser. Et c'est vraiment se dire aux gens, c'est oser dans sa globalité, oser mettre l'humain au centre des priorités, oser communiquer différemment, oser collaborer avec plein de personnes, oser faire appel à toute la boîte et non pas que la direction pour trouver des bonnes idées. Et je dirais que c'est la grosse mission que j'ai maintenant, c'est vraiment transmettre cette vision qu'on a et essayer de l'impacter, la partager avec le plus de boîtes possible, quoi. Et on est vraiment en quête maintenant de parler avec plein de PME en Suisse et c'est cool parce qu'on commence à avoir de l'écho et je pense à la grosse mission, c'est le gros focus 2020, c'est de transmettre ce message. Trop cool. J'allais te demander, du coup, c'est beaucoup du coup pour des PME. Start-up, c'est déjà un petit peu, on va dire, peut-être la vision qu'ils ont. Des grands groupes aussi, j'imagine, tu vises. C'est là, à mon avis, où le challenge, il doit être hyper important. Ouais. Alors, en fait, les grands groupes, c'est super intéressant de bosser avec eux. C'est cool. Et puis, franchement, on en a beaucoup dans nos clients. Mais disons que un grand groupe, il a des grosses ressources et il a encore un petit peu de marge par rapport à une PME. On s'est rendu compte que les PME, surtout en Suisse, c'est des boîtes qui sont vraiment sous l'eau, qui ont une paille, qui respirent avec une paille. Et il y en a plein qui savent pas communiquer, qui savent pas comment le faire, qui osent pas forcément le faire. Et c'est elles qui ont pas en plus des grandes ressources, tu vois, puis qu'on écoute quand même chaque mois. Et du coup, on s'est rendu compte que c'est elles qui a peut-être le plus besoin à court terme de ce qu'on fait. Et du coup, on a commencé à dire, tiens, on va commencer à viser les PME. Et en fait, on aimerait pouvoir vraiment être l'agence qui va aider à fond les PME. Puis forcément qu'on a dans ce tas des fois des grands groupes, des grosses boîtes qui viennent, qui sont intéressées par ce qu'on fait. Mais on vise surtout les PME. Ok. Pour finir, Greg, c'est un petit rituel du coup. Là, on vient de se parler depuis une petite demi-heure. C'était hyper cool, hyper enrichissant. Je pense que les gens ont kiffé. Merci. Est-ce que tu peux nous résumer tout ce qu'on s'est dit là depuis une petite demi-heure en une phrase? Ça, c'est le jeu. Faut être concis à la fin. En une phrase, purée, c'est l'art du pitch, l'art du pitch sur le. Ok. C'est elevator pitch fois 10 000, genre. Ok. Alors, je dirais, on peut tous réaliser ce qu'on a en tête. Tous. Et je pense que très souvent, on rêve trop petit, on se donne pas le droit de rêver grand. Donc je pense qu'il faut rêver grand, c'est important d'être animé par de grosses ambitions. Mais ce qu'il faut, c'est le faire avec plusieurs personnes. Donc faire appel à l'entraide à fond.
demander aux gens de nous aider les gens en retour à fond, le faire avec bienveillance. Tout ce qu'on fait, c'est le faire dans un but où faire du bien autour de nous et le faire avec beaucoup de plaisir. Et si on foire, si une fois on plante un truc, c'est bien de foirer. C'est une part du processus de réussite. Et il faut directement prendre du recul pour en faire un tremplin et non pas un fossé. Ça te parle? Lourd. Ça me parle grave. J'adore. C'est chaud. C'est vraiment, ça résume clairement le concept de Phoenix et l'idée du podcast. Ce que tu viens de dire. Cool. C'est clairement ça. C'est cool, mec. Cool. Et franchement, Greg, un très très grand merci pour ton temps. C'était hyper cool, hyper inspirant, je pense, pour les gens, encore une fois. Un grand merci à toi, mec, vraiment. Et vraiment, mec, je peux te souhaiter que du bien pour la suite, pour DR, pour le reste, pour les projets. De toute façon, je sais que tu vas envoyer du lourd, c'est sûr. C'est cool, mec. Un grand merci, vraiment. Puis bravo à toi, c'est vraiment cool ce format. Super chouette. Top. Et écoute, merci beaucoup, Greg. Je te dis à très vite, du coup. Parfait, mec. À bientôt. Ciao, Enzo. Salut. J'imagine que si t'es encore là, c'est que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, je suis ravi et j'espère que t'en ressors avec beaucoup de gratitude et surtout l'envie de tenter des choses. Je peux que te souhaiter de te planter. D'ailleurs, si jamais tu penses à une personne autour de toi qui serait susceptible d'aimer nous partager son plus bel échec, n'hésite pas à me donner ses coordonnées ou lui dire de me contacter directement à phoenixpodcast@gmail.com. Et enfin, si tu peux juste prendre 30 secondes de ton temps pour aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me permettre de faire connaître Phoenix à un plus grand nombre, tu serais vraiment au top. Je te dis à très vite pour encore plus de ratés et encore plus de kiff.